mon nom est Steven Hill-Paquin. Je suis coordonnateur à la participation publique à la Ville de Trois-Rivières. Je vais être animateur et modérateur pour la séance d'information d'aujourd'hui. Je me permets également de saluer les élus dans la salle, donc merci d'être présents. Pour les gens à distance, on va prendre quelques minutes là, pour juste regarder les fonctionnalités Teams. Là, vous voyez en haut, comme j'ai dit, c'est une séance d'information qui est enregistrée. Vous pouvez fermer votre caméra là, si vous le souhaitez. Il y a également le petit micro. On va vous demander pendant la période de présentation de garder le micro fermé. Bien sûr, les gens à distance vont pouvoir participer à la séance de questions. Donc, on va utiliser là, tout à l'heure la petite main là, pour gérer les tours de parole également, donc en salle et à distance. Un petit rappel des règles de bienséance. Il est interdit de manger dans la salle du conseil. Également, je vous prierai, là, si vous ne l'avez pas encore fait, de fermer vos sonneries de téléphone cellulaire. On évite les bruits inutiles à la fois pour permettre une discussion constructive en salle, mais aussi pour les gens à distance là, au niveau du son. Ça fait une grosse différence. Et bien sûr, on garde un ton cordial et bienveillant en tout temps dans le cadre de nos échanges. Le plan de présentation pour ce soir, c'est une présentation qui devrait durer une quarantaine de minutes, 40-45 minutes. D'abord, on va parler, dans le cadre de cette présentation sur le plan climat, des changements climatiques. Donc, comprendre, s'entendre sur les... Oups. S'entendre donc sur les effets, l'effet de serre, l'augmentation de la température, etc. Ensuite, il va y avoir une présentation du plan climat, donc comprendre les objectifs et les composantes du plan climat sur lequel on travaille activement. Et on va donc parler un petit peu plus de l'élaboration du plan climat, comment ça va s'élaborer. Aujourd'hui, donc, la séance d'information est comme le point de départ d'une démarche de participation publique qu'on va vous présenter là, dans le cadre de la soirée. Donc, tout ça va se terminer avec une période de discussion qui devrait durer environ 45 minutes en fin de rencontre. Donc, ce soir, avec moi, j'ai deux intervenants de l'équipe Ville, donc M. Dominique Thibault, directeur de l'aménagement et du développement durable, et Patrice Thibault, qui est spécialiste en environnement, qui va faire la présentation, donc, une présentation des changements climatiques et des effets des changements climatiques sur la ville. Donc, Patrice, je vais te céder la parole. Bonjour à tous. Je me présente, Patrice Thibault, spécialiste en environnement en direction de l'aménagement et du développement durable. Je suis chargé de projet, entre autres, là, pour l'élaboration du plan climat de la Ville de Trois-Rivières. Merci d'être présent ce soir. Dans la première partie de la présentation, là, je vais plus m'attarder des informations plutôt générales sur qu'est-ce que sont les changements climatiques. Une des premières étapes là, pour comprendre les changements climatiques, c'est de... Un instant, on a un petit problème de réseau Internet. Ça va se résoudre très rapidement pour la présentation. Je vais quand même continuer tranquillement. Ouais, tu peux un des premiers principes pour comprendre les changements climatiques, il faut comprendre qu'est-ce qui est l'effet de serre. L'effet de serre, c'est un phénomène qui est naturel et c'est ce qui rend la vie là, possible là, sur Terre. Dans le fond, le Soleil émet des rayons solaires qui viennent réchauffer la Terre. Il y a une partie de ces rayons-là qui traversent l'atmosphère puis qui viennent réchauffer là, la surface de la Terre. Puis il y a une partie de ces rayons-là aussi qui sont réémises dans l'espace. Mais il y a une partie de ces rayons-là qui sont capturés à l'intérieur de l'atmosphère à cause de certains gaz. C'est le même principe qu'une serre qu'on va utiliser en agriculture. Là. Fait que pour les gens qui ont déjà visité une serre là, à l'intérieur et à l'extérieur, on voit tout de suite la différence là, de la température. Donc, je disais, c'est les gaz, en fait, là, dans l'atmosphère qui vont capter une partie de cette chaleur-là. Là. Dans l'atmosphère, la majorité des gaz de l'atmosphère, c'est composé d'azote et d'oxygène, mais ce n'est pas nécessairement ces gaz-là qui ont un effet là, de réchauffement. C'est plutôt là, le dioxyde de carbone, le CO2, le méthane, l'oxyde nitreux, et il y en a toute une série. Sans l'effet de serre, la température moyenne sur Terre là, serait environ de moins 18 degrés Celsius. Et puis en ce moment, là, la moyenne au niveau de la planète, c'est plutôt 15 degrés Celsius, qui est une température là, qui permet la vie. S'il y a un déséquilibre au niveau des gaz à effet de serre, on ne sait pas exactement quelle température là, il y aura là, plus tard. Donc, il y a plusieurs sources aussi de gaz à effet de serre. Évidemment, il y a une panoplie de sources qui sont d'origine naturelle, que ce soit les éruptions volcaniques, la décomposition de la matière organique, les échanges gazeux avec les océans, la respiration, les feux de forêt.
Et puis, toute une série aussi de gaz à effet de serre. On les appelle souvent les GES, qui sont d'origine anthropique, qui proviennent de l'activité humaine. Fait que toute la combustion des combustibles fossiles qui proviennent du secteur des transports. Il y a aussi des activités industrielles avec certains procédés, principalement la production de ciment, ça produit des GES. Le traitement des eaux usées, l'enfouissement des déchets, un chauffage des bâtiments. Ici, je me suis limité là, dans la série de graphiques que je voulais vous montrer. Ici, c'est un graphique de modélisation. Là. En fait, la courbe en noir, c'est les mesures des températures observées au niveau de la planète depuis 1850. Les deux autres courbes, avec leur incertitude, c'est des modélisations qui ont été faites par le GIEC, là, qui est un groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, qui ont simulé quel serait l'effet de la température en ayant seulement des gaz à effet de serre d'origine naturelle et ceux d'origine naturelle et humaine. On voit la courbe noire, elle suit la simulation qui comprend l'effet des gaz d'origine humaine et naturelle. Fait que sans contredit, le réchauffement qu'on observe en ce moment est dû à l'activité humaine. Donc ça, il faut commencer par là. Et puis, avec cette simulation-là, ils ont estimé que le réchauffement, il y avait une puissance 50 fois plus que sans activité humaine. Il y a aussi la courbe, c'est pour revenir. Il y a comme quelque chose qui est automatisé dans le changement de diapo. Au niveau de la courbe en noir, en tout cas, on voyait qu'il y avait beaucoup de variabilité. C'est pas une belle courbe lisse. Fait que ça c'est normal, ça a toujours été comme ça. Il y a des phénomènes naturels, entre autres le El Niño, des trucs comme ça, qui vont faire qu'il va y avoir une variabilité. C'est plus des phénomènes météorologiques. Quand on veut parler du climat, il faut vraiment y aller plutôt à long terme, souvent en termes de décennies, pour bien comprendre l'évolution du climat. Par exemple, 3-4 hivers très froids en ligne, ça n'indique pas une tendance que le climat se refroidit. Évidemment, ces projections-là, au niveau mondial, vont avoir des effets au Québec, puis vont avoir des effets à Trois-Rivières. Puis les effets au niveau du Québec vont être plus marqués au nord. À Trois-Rivières, en ce moment, la température moyenne, là, si on prend les années 1991-2020, c'est à peu près 6 degrés Celsius. À la fin du siècle, environ en 2100, dépendamment des émissions qui vont être générées, ça pourrait atteindre jusqu'à 10 degrés Celsius. On observe déjà des changements dans notre environnement, entre autres au niveau du rythme des saisons. Les printemps sont plus hâtifs, les étés sont plus chauds, sont plus longs, les automnes sont retardés et les hivers sont moins froids et plus courts. La présentation. En image, ce que je viens de vous dire. Il va y avoir aussi des changements au niveau du cycle de l'eau. Une atmosphère plus chaude, ça veut dire aussi une atmosphère qui contient plus d'humidité. Fait qu'inévitablement, il va y avoir des changements sur le cycle de l'eau. Que ce soit des changements, là, les diapos ne suivent pas, mais on va quand même continuer. Fait que dans le cycle de l'eau, on parle de tous les processus d'évaporation, les précipitations, le ruissellement, l'infiltration, l'évapotranspiration. Ça, c'est tous des processus qui sont reliés au cycle de l'eau, puis ils vont être perturbés. Ils ne vont pas être perturbés de la même façon, dépendamment de la région qu'il y a sur la planète. Il y a certaines régions qui vont être affectées plus par des sécheresses, puis il y a d'autres régions qui pourraient être affectées par plus de précipitations. Sans surprise, Trois-Rivières est plutôt du côté qu'il va y avoir une augmentation générale des précipitations. Même s'il va y avoir une augmentation des précipitations, ça ne veut pas dire qu'on est à l'abri des sécheresses. En fait, il va y avoir une augmentation des précipitations moyennes, mais il pourra y avoir des périodes prolongées quand même sans pluie. Des périodes de sécheresse, ça veut dire des baisses au niveau des nappes phréatiques, une baisse au niveau des cours d'eau. À l'opposé, il va y avoir aussi des précipitations abondantes. Je pense qu'on en a vu quelques-unes à Trois-Rivières ces dernières années. Et puis, évidemment, vont provoquer aussi des inondations. Est-ce que toujours pas les diapos? Ça va plein de belles images. Okay. On va quand même continuer un petit peu.
Fait que pour bien, là, les changements climatiques, là, c'est quand même. C'est très phénomène qui arrive. Fait que là, pour pouvoir là, appréhender un peu ce qui s'en vient, essayer de mieux comprendre, on les a divisés en aléas climatiques. Puis là, je dis on, là, c'est pas juste, c'est la communauté scientifique. Fait que les aléas climatiques qui pourraient toucher Trois-Rivières, entre autres, là, c'est tout ce qui est grêle et verglas, les vagues de chaleur, les sécheresses, les feux de forêt, les présences des vecteurs de maladies, les cycles gel-dégel, les redoux hivernaux, les tempêtes violentes, les précipitations abondantes, les inondations, les glissements de terrain et même au niveau des précipitations en neige. Là, on voit quelques images précédentes. Bon. Donc, on voyait l'image des principaux aléas climatiques. Évidemment, ces aléas climatiques vont avoir des impacts importants sur la collectivité et sur la ville. Juste à Trois-Rivières, dans les 4 dernières années, on a eu 5 pluies centenaires. Donc, une pluie centenaire, c'est qu'au niveau des probabilités, on s'attend à ce que ça arrive une fois par 100 ans. On en a eu 5 dans les 4 dernières années. Ça a des impacts directs. On peut penser au refoulement d'égouts, dans certains cas qui peuvent se reproduire à répétition. Ça fait des dommages matériels, mais ça a aussi des impacts psychologiques. Évidemment, ça génère de l'anxiété pour les gens qui sont touchés. L'érosion des rives aussi est touchée. Évidemment, le débit des cours d'eau va être augmenté, mais un cours d'eau va toujours s'adapter à l'eau qui passe dedans. Donc, il va y avoir de l'érosion. Les gens qui sont en rive, évidemment, peuvent être affectés. Même ceux qui habitent loin des cours d'eau vont être affectés. Même ceux qui sont en hauteur. Par exemple, le dernier règlement de contrôle intérimaire qui limite le développement dans certaines zones, c'est parce qu'ils sont dans un bassin versant. C'est problématique. Donc, c'est pas seulement les gens sur le bord de l'eau aussi qui vont être touchés. Évidemment, ça a aussi des impacts sur les infrastructures pluviales directement. La photo qui est à l'écran, c'est lors de la rupture du barrage de la rivière Millette. On voit là que c'est des impacts importants. Il va y avoir aussi des impacts là, au niveau de tout. Là, on voit la rupture du barrage, là, mais c'est l'entièreté du système d'égout qui est affecté. Ça va affecter aussi les ponceaux, ça va affecter les routes. Ça favorise les glissements de terrain, entre autres, parce qu'un sol gorgé en eau est plus susceptible de faire des glissements de terrain. Ça, c'est un exemple. Seul des aléas que je vais vous présenter, c'est un exemple des impacts qu'il peut avoir. Au niveau des vagues de chaleur, évidemment, on pense tout de suite à un impact sur la santé publique, particulièrement les populations qui sont vulnérables, donc, que ce soit les personnes âgées, ceux qui sont en situation d'itinérance, ceux qui ont déjà des problèmes de santé préexistants, écoute, ceux qui restent plus dans les îlots de chaleur, dans les centres-villes, les jeunes enfants, les travailleurs extérieurs. L'ensemble de la population est touchée par les vagues de chaleur. Ça a des impacts physiques directs, là, coup de chaleur, des troubles cardiovasculaires, respiratoires, des décès. Selon certaines études épidémiologiques, une augmentation d'1 degré Celsius des vagues de chaleur, dans l'intensité des vagues de chaleur, peut augmenter le risque de mortalité de 5 Ce n'est pas des effets là, qui sont négligeables. Il y a des effets aussi sur la santé mentale, une diminution du bien-être, mais aussi une augmentation des risques aux personnes qui ont déjà des troubles mentaux. C'est davantage de comportements aussi agressifs. Ça, c'est les impacts sur la population, sur les humains, mais il y a aussi des impacts, évidemment, comme sur l'environnement. Il y a certains écosystèmes qui peuvent être plus fragiles, certaines espèces de plantes ou d'animaux. Les aires de répartition vont changer. Des impacts sur l'agriculture, des impacts sur les services d'urgence, des impacts sur le secteur de l'énergie, entre autres l'hydroélectricité. Bref, j'aurais pu continuer longtemps, là, mais il y a une série d'impacts potentiels. C'est dans ce contexte-là qu'on va essayer d'élaborer un plan climat qui va essayer de réduire, de 1, l'intensification des aléas climatiques et de 2, de s'adapter aux aléas climatiques. La ville de Trois-Rivières s'est déjà engagée en fait, dans la lutte au changement climatique, a été la première municipalité à se doter d'un plan d'adaptation en 2013. Il y a plusieurs actions qui ont découlé de ce plan-là, entre autres d'augmenter la résilience du réseau d'eau potable. Il y a une série d'actions qui ont été faites pour vraiment baisser la vulnérabilité de la ville
aux impacts des changements climatiques sur tout ce qui est la distribution d'eau potable. Que ce soit la réfection de l'usine, le fait que le réseau à l'est et à l'ouest sont maintenant interconnectés, une série de mesures. Il y a des plantations d'arbres qui ont été aussi réalisées. On dispose maintenant d'un indice canopé qui nous permet de savoir exactement combien d'arbres, l'effet des arbres sur le territoire, là, où sont nos îlots de chaleur. Il y a eu des barils de récupération d'eau de pluie qui ont été distribués aussi. On a fait de la conservation de milieux naturels. Les normes des réseaux de collecte d'égouts aussi ont été modifiées pour les mettre aux réalités actuelles. Il y a des activités de sensibilisation et d'information qui ont été faites. On a aussi, la ville de Trois-Rivières a aussi déjà réalisé des inventaires de gaz à effet de serre. Le premier en 2008, un deuxième en 2018. Il y a quelques actions là, qui en ont découlé là, à partir du moment qu'on a fait notre inventaire. Il y a eu l'amélioration du financement du réseau de transport en commun. Il y a eu le déploiement de bornes de recharge de véhicules électriques. Il y a eu du soutien des actions communautaires, en particulier là, la mise en place du fonds Éclat, en collaboration avec la Fondation Trois-Rivières Durable. Et puis, depuis 2008, on fait des inventaires de gaz à effet de serre de façon annuelle. Donc, on a celui de 2019, 2021, jusqu'à 2023. Lui, 2024 là, va s'en venir le temps de finir la collecte de données. Fait que là, maintenant, ça va être le temps de remettre à jour ces plans-là. Fait que de faire le plan climat. On a profité du programme Accélérer la transition climatique locale, qui est un programme du gouvernement du Québec. C'est un programme conjoint là, du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, et du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Les fonds proviennent du plan pour une économie verte du gouvernement provincial. Que le volet 1 du programme concerne l'élaboration des plans climat. Dans ce cadre, la Ville de Trois-Rivières a reçu environ 1,6 million de dollars pour faire son plan climat. Et les sommes qui ne seront pas utilisées dans l'élaboration vont être utilisées au volet 2, qui est la mise en œuvre de des mesures qui ont été identifiées lors du volet 1. Chaque année, là, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation va faire un appel de programmation et la Ville va pouvoir soumettre des projets qui pourront être financés à partir de l'enveloppe de 300 millions de dollars, d'un peu plus de 300 millions de dollars que le gouvernement québécois a prévu pour cela. Il y a 2 objectifs principaux au programme Accélérer la transition climatique locale. Le premier, c'est augmenter la résilience de la société et de l'économie face aux conséquences des changements climatiques. Ça, pour répondre à cet objectif-là, c'est là qu'on va faire une démarche d'adaptation. Il faudra bien comprendre la différence entre adaptation et atténuation. Le deuxième objectif, c'est de réduire les gaz à effet de serre de 37,5% sous le niveau de 1990 d'ici 2030 pour la province. Ça va nous mener à une démarche d'atténuation. On va essayer d'atténuer les changements climatiques via une réduction des émissions de gaz à effet de serre. Évidemment, il y a déjà beaucoup de science qui se fait à ce niveau-là. Il y a déjà des guides qui existent. Des guides, entre autres, produits par le ministère de l'Environnement qu'on va suivre. Il y a déjà des groupes de scientifiques aussi là, qui sont très crédibles. Au Québec, il y a le groupe Ouranos, entre autres, qui remet beaucoup de recommandations, qui fait beaucoup de sciences climatiques. Et évidemment, il y a le GIEC qui est international, donc ils font beaucoup de sciences sur qu'est-ce que les changements climatiques. C'est eux qui font les simulations, qui font les grands cadres de comment que les températures vont varier et qui émettent aussi des recommandations sur comment faire l'atténuation et comment faire l'adaptation. On va parler un petit peu d'une démarche d'adaptation, ça ressemble à quoi? En fait, là, je vous ai présenté tantôt une série d'aléas climatiques et des impacts qui étaient reliés, comme les pluies, les vagues de chaleur. Là, on sait que ça s'en vient, mais qu'est-ce qu'on peut faire exactement? La première étape, c'est d'aller voir ces aléas climatiques-là de façon plus précise. C'est quoi qui attend Trois-Rivières dans le futur? Évidemment, ce n'est pas des réponses très précises où on sait exactement. Ça va dépendre, entre autres, des futures émissions de gaz à effet de serre. Mais il y a plusieurs plateformes qui sont en ligne en plus, gratuites, qui sont accessibles à tout le monde. Où on peut aller vérifier, supposons, combien de jours de vagues de chaleur il va y avoir à la fin du siècle, selon plusieurs scénarios d'émissions de gaz à effet de serre. Ça, c'est une des étapes qu'on va faire, d'aller explorer ces différents scénarios climatiques-là
pour dire, OK, grosso modo, là, c'est ça qu'on pense qui va arriver à Trois-Rivières au niveau des vagues de chaleur, au niveau de la grêle, au niveau des pluies, etc. La deuxième étape, c'est d'identifier les systèmes que ces aléas-là vont toucher. Fait que les systèmes bâtis, fait que tout ce qui est infrastructure, les bâtiments, etc. Le système socio-économique, fait que la population, évidemment. C'est sûr que le développement économique aussi. Les conditions de vie des citoyens. L'environnement naturel, tous les écosystèmes, les cours d'eau. Et aussi, les services municipaux là, vont être affectés. On peut penser au déneigement. C'est clairement un service qui est relié au climat. Mais tous les services municipaux potentiellement peuvent être affectés. Ici, c'est la prochaine image, là, on voit un grand tableau. Ça, c'est un exemple tiré du plan d'adaptation de 2013. C'est une matrice d'analyse de risque. En fait, on va évaluer les probabilités de chacun des aléas, puis on va évaluer la conséquence sur chacun des systèmes, de façon plus précise que les groupes là, que je vous ai présentés un peu plus tôt. Par exemple, en 2013, là, on voyait clairement que les plus intenses avaient, les sécheresses avaient causé un grand risque pour tout ce système d'approvisionnement en eau potable. Là, il y a eu quand même plusieurs travaux qui ont été faits par la ville. Ce risque-là, maintenant, il est amoindri. On ne l'a pas fait encore, l'analyse de risque là, pour cette année. Mais on sait que par les travaux, ça devrait être plus bas. Par exemple, on sait aussi que les vagues de chaleur ne causent pas un grand risque sur le réseau routier. Fait que cette analyse-là, là, ça va nous permettre d'identifier, de prioriser, et après ça, de se mettre à la recherche de mesures d'adaptation selon spécifiquement pour quelles sont les interactions aléas climatiques et systèmes. Les mesures, évidemment, ne sont pas identifiées. On est en élaboration du plan. Mais il y a quand même beaucoup d'exemples qui existent. On peut en voir là, ici à l'écran, fait que les infrastructures vertes, les plantations d'arbres, la mise à jour des plans d'urgence, ça peut être la réglementation. Il y a des mesures qui sont préventives. Fait on sait ce qui s'en vient. Au niveau des pluies, on peut agir de façon préventive. Il y a des mesures réactives aussi, que ces aléas-là, des fois, arrivent. Il faut être prêt à réagir en situation d'urgence. Il y a des mesures structurelles. On peut construire des choses. Il y a aussi des mesures non structurelles, que ce soit de la réglementation, des normes, donner de l'information. Puis évidemment, toutes ces mesures-là, ça peut être mis en place par la ville, mais ça peut être mis aussi en place plus par la collectivité, il met en place aussi de façon individuelle. On faire un jardin de pluie sur son terrain, c'est une action individuelle qui peut avoir un impact là, sur la mitigation des risques. Ça, c'est un peu ça la démarche d'adaptation. Identifier c'est quoi les risques, puis trouver des mesures pour les minimiser. Maintenant, la démarche d'atténuation, qui est une réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ici, je présente, je pense que c'est mon deuxième graphique que je vous présente. Comme je disais tantôt, le GIEC a fait plusieurs simulations. Puis il y a différents scénarios. Des scénarios, ils appellent les scénarios socio-économiques partagés. S'il n'y a aucune mesure qui sont mises en place, là, on va arriver au scénario SSP5. Sur le graphique, c'est lui qui est en rouge, là, tout en haut. Ça, c'est le scénario catastrophe. Il y a pratiquement pas de démarche d'adaptation qui pourrait nous permettre de bien s'adapter pour ne pas vivre là, toutes ces conséquences-là. Et puis, il y a tous les autres scénarios. C'est l'avenir, fait qu'on ne sait pas lesquels exactement. Mais même dans les scénarios les plus optimistes, il va y avoir quand même probablement une augmentation des gaz à effet de serre, donc une intensification des aléas climatiques. Donc, c'est dans ce contexte-là que la démarche d'adaptation est tout aussi importante que la démarche d'adaptation. Il faut vraiment les mener les deux de pair. Ici, je vais vous présenter les inventaires GS là, de 2023. La dernière année qu'on a fait, les émissions corporatives de la ville, que par ses propres bâtiments, ses propres véhicules, ça représente un peu plus de 1%. Donc, c'est clair que ce n'est pas seulement des actions au niveau de la ville qui va pouvoir permettre de réduire les émissions, mais c'est bien au niveau de la collectivité. Si on va plus précisément, là, les émissions corporatives là, faites par les activités de la ville, c'est 12 600 tonnes d'équivalent CO2 qui a été émis en 2023, principalement par le secteur du transport. Là.
donc 46%, que ce soit par les véhicules municipaux ou par les sous-traitants. 34% est relié au bâtiment. 20% des émissions est lié au traitement des eaux usées. C'est associé au bout de fours septiques ou aux étangs aérés. Au niveau collectif, c'est 947 000 tonnes d'équivalent CO2 environ qui a été émis en 2023. 59% de ces émissions-là est relié au secteur du transport. 38% est relié au bâtiment. Et il y a un 3% qui est relié à l'enfouissement des matières résiduelles. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de diminuer ces chiffres-là? Bien, évidemment, on a vu le transport est le plus grand émetteur, en fait. Là. Fait que là, c'est sûr qu'il va falloir faire, entre autres, un développement du transport collectif et actif. Ça peut passer aussi par l'électrification des transports. Au niveau des bâtiments, essayer d'avoir plus d'énergie renouvelable. On va falloir réduire aussi l'enfouissement des matières organiques. L'aménagement aussi du territoire a un impact. Entre autres, la densification du territoire, non seulement ça permet de profiter de mieux, comment je pourrais dire, meilleure utilisation des infrastructures déjà en place, mais aussi ça réduit, entre autres, les besoins en transport. Fait que tout ça, c'est seulement des exemples. C'est tous des leviers qu'on pourra faire pour essayer de réussir là, notre plan climat. Que si j'avais à résumer, l'objectif qu'on se donne, c'est que le plan climat, on vise à créer un consensus pour des actions coordonnées de la municipalité et de l'ensemble de la communauté. Il y a pour objectif de mettre en place les meilleurs projets d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre, d'adaptation au changement climatique, et ça, évidemment, dans les limites là, de sa capacité financière et des pouvoirs qui lui sont attribués. Je vais passer la parole. Merci, Patrice. Ben non, j'allais remercier Patrice, puis je m'excuse pour les problèmes techniques qu'on rencontre. C'est rare. On essaie vraiment de travailler fort pour essayer de faire suivre la présentation. Donc, merci pour votre patience et désolé pour l'inconvénient. Cela dit, la présentation va être en ligne également. Donc, les gens qui voudront le regarder avec plus d'attention et moins de bugs vont pouvoir le faire. On travaille encore fort pour régler ce problème. Merci, Patrice, pour ta patience dans cette présentation. On va essayer de régler ça. Merci, Steven. Ma partie de la présentation est moins graphique, là, donc même si je n'ai pas d'image et de tableau à montrer. Donc, je vais vous mentionner un petit peu les principales étapes là, donc, de l'élaboration du plan climat. Donc, on va se situer où est-ce qu'on est aujourd'hui, puis quelles vont être les prochaines étapes, là, autant en termes d'avancement du projet qu'en termes de participation pour vous aussi à cette réalisation-là. Donc, on est ici une partie de l'équipe. En fait, Patrice est un des membres de l'équipe de projet. Il y a deux autres personnes là, qui sont Julien Saint-Laurent et Catherine Bergeron là, dans mon équipe, là, dans notre équipe, en fait, qui vont être affectés plus particulièrement à ce projet-là. Il y a aussi un comité qu'on appelle le comité de pilotage qui regroupe plusieurs de nos collègues là, des différentes directions de la ville. Donc, vous le savez, la ville est structurée un peu en spécialité. Là, donc, on va s'adjoindre à certains de nos collègues, dont certains sont ici dans la salle ce soir, puis que je salue. Donc, des gens de la direction de l'approvisionnement, de la direction, évidemment, des communications, de la participation publique, la gestion des eaux des immeubles, la direction du génie, la direction de la sécurité incendie et la sécurité civile et la direction des technologies de l'information. Donc, évidemment, toutes ces personnes-là ont dans leurs activités une partie de la réponse en termes de réalisation du plan climat. Donc, aujourd'hui, on est dans la phase 1 de la démarche de participation publique. Évidemment, la Ville souhaite que la population participe activement à l'élaboration du plan climat. Donc, il y a plusieurs occasions que vous aurez de participer dans cette première phase. Donc, évidemment, aujourd'hui, c'est un peu en termes de football, le kick-off. Donc, c'est le lancement, si on veut, des activités de participation aujourd'hui. Dans le courant du mois d'avril, il y aura un sondage qui sera réalisé par une firme externe. Il y aura aussi un sondage jeunesse qui sera réalisé. Donc, on veut s'intéresser aussi à
particulièrement aux opinions des plus jeunes citoyens. Il y aura aussi 2 ateliers de consultation qui seront réalisés dans la phase 1, donc les 17 et 24 avril prochains. Donc, la première s'adressera particulièrement aux partenaires et à la communauté d'affaires. Donc, il y a aussi des représentants de certains partenaires que je vois dans la salle aujourd'hui que je salue. Donc, le 24 avril, un atelier qui s'adressera à la population en général, donc à laquelle vous pourrez participer si le cœur vous en dit, donc le 24 avril à 18h30. Tout au long de la phase 1, il est aussi possible de déposer des mémoires, donc dès aujourd'hui jusqu'au 30 avril prochain. Les objectifs donc de cette première démarche-là sont de vous informer par rapport aux enjeux associés aux gaz à effet de serre et au changement climatique, ce que vient de faire Patrice, d'identifier les mesures les plus porteuses en matière d'atténuation, d'adaptation au changement climatique. Donc, dans les prochaines phases, aujourd'hui, ce n'est pas le moment pour ça, mais dans les prochaines activités, c'est ça sur quoi les discussions porteront. Et d'identifier les mesures de soutien à la transition climatique susceptibles d'encourager l'adhésion des parties prenantes aux orientations du plan climat. Donc, évidemment, Patrice l'a mentionné, les activités de la ville ne sont qu'une partie des gaz à effet de serre qui sont émis, qui ne sont qu'une partie des activités qui devront participer à l'adaptation du territoire au changement climatique. Donc, évidemment, on veut susciter l'adhésion de la communauté à ces objectifs. Ensuite, donc, on aura une petite période où on fera peut-être un peu plus du travail à l'interne, donc du travail de recherche, de rédaction. Patrice vous a parlé tantôt des différents exercices là, de priorisation avec des matrices, etc. Donc, on va être un peu plus en phase retirée de l'espace public où on va faire la rédaction d'un projet de plan climat qui sera réalisé et qui servira pour la phase 2 de la démarche de participation. Donc, une séance de consultation publique accompagnée de possibilités de déposer des mémoires, évidemment, à l'automne 2025, donc qui porteront sur le projet de plan climat qu'on pourra vous présenter à ce moment-là. Finalement, on est revenu à l'écran. Évidemment, tout ça, au final, devra passer dans un processus d'adoption. Donc, il y a des membres du conseil ici que je salue aussi. Donc, tout le monde est salué. Évidemment, après la démarche donc, de participation publique, les démarches de travail à l'interne, le plan climat va être soumis aux différentes instances en vue de son adoption officielle. On a à la Ville un comité qui s'appelle le Comité Assurer la gestion durable des eaux et de l'environnement. C'est un comité qui regroupe des élus auxquels l'ensemble des membres du conseil peuvent participer, qui regroupe des fonctionnaires, évidemment, qui viennent présenter les différents projets et qui regroupe aussi des membres citoyens. Donc, ces personnes-là pourront recevoir le plan climat final, je dirais, qui aura passé les différentes étapes de participation et pourront en recommander l'adoption au Conseil. Donc, quelque part à l'hiver 2026, le plan climat pourra être adopté par le Conseil. Parfait. Mais merci beaucoup, Dominique. Désolé encore pour les petits pépins techniques qu'on essaie de régler. C'est ce qui conclut la période de présentation. On va donc passer à une période de discussion. Les gens qui ont des questions sont invités à se présenter à l'avant. Ils peuvent utiliser le micro. Les gens à distance peuvent également là, utiliser la petite main que vous avez là, en haut de votre écran. Vous avez une petite main, là, levez la main. Donc, vous pouvez cliquer sur lever la main pour signifier votre intention de poser une question. On va donc gérer les tours de parole là, alternativement là, à distance et en présence.
pour les gens qui sont qui vont se présenter, s'il vous plaît, vous présenter avant de prendre la parole pour qu'on puisse bien nous identifier. Bref, j'ai 2 personnes au micro ici. Donc, monsieur, si vous voulez bien. Oui, bonsoir. Merci pour la présentation. Ma première question, c'est... Je sais que... Mon nom, Jacques Rousseau. Excusez-moi. Merci, M. Rousseau. J'étais sûr de l'avoir dit en plus. À la fin du siècle, je ne serai pas là. Je ne vivrai pas jusqu'à 150 ans. OK. J'aimerais d'abord savoir si l'entente qui a été signée par la Ville avec le ministère ou le gouvernement, je ne suis pas trop sûr, mais sur le plan climat, est-ce qu'elle va être rendue publique? Je sais que le directeur général adjoint en a déjà fait un résumé à une séance du Conseil, mais avoir le papier pour l'ensemble de la démarche, avoir le texte de cette entente-là entre la Ville et le ministère, ça pourrait être fort utile pour les citoyens parce que ça nous donne quand même le cadre dans lequel vous êtes obligé de fonctionner pour recevoir le 1,6 million. À l'égard du plan climat, vous voulez dire? Oui, on parle du plan ce soir. Non, mais je voulais juste être sûr de quelle entente non, on je ne sortirai pas du plan climat. C'est bon, M. Rousseau. Okay. M. Thibault? Je ne peux pas statuer ce soir là, si l'entente a un caractère public ou non, là, mais puis, la meilleure façon de le savoir, vous allez trouver ça vraiment plate, c'est de passer par l'accès à l'information. Non. Écoutez, je comprends. Donc, il ne m'appartient pas, comprenez, M. Rousseau, qu'il ne m'appartient pas de déterminer si ce document-là a un caractère public. Les ententes c'est le ministère de l'Environnement, là. Pour répondre, j'aurais répondu au moins à une de vos questions. C'est le ministère de l'Environnement qui nous a envoyé le canevas, puis je présume que le canevas est le même là, pour l'ensemble des municipalités. Là, donc, si vous voulez, je peux prendre l'engagement de vérifier avec notre direction du greffe là, pour valider le caractère public ou non de cette entente-là. Si le caractère public s'avère, ben, on pourra la mettre... sur le site web, par exemple, sur la page du plan climat. Mais sinon, il va falloir que je vous réfère à l'accès à l'information. Parce que c'est quand même une entente signée par la Ville et le ministère. Je veux dire, on n'est pas en train là, de... je ne vous dis pas qu'elle n'est pas publique, je vous dis que je peux vous répondre. Vous allez... Bon, si elle est publique, on va la rendre publique. Je me permettrais d'ajouter que le programme Accélérer la transition climatique locale a son site web. Il y a le guide d'élaboration du plan, le guide pour la démarche adaptative, le guide méthodologique pour l'inventaire. Toutes les au plat, moi je m'en vais. Dans l'environnement. C'est ces guides-là. OK. Que nous... Je ne resterai pas là. Ça fait beaucoup de matériel, alors qu'il y a une entente spécifique de signée par la Ville et qui cadre quand même ce que vous devez faire pour toucher le 1,6 million qui vous est alloué. Essentiellement pour respecter le guide qui est public. C'est exact. OK. J'ai rapidement une deuxième question, si vous permettez. Dans votre présentation, vous parlez du chauffage des bâtiments à partir d'énergies renouvelables. J'aimerais savoir ce que vous appelez des énergies renouvelables. L'hydroélectricité, entre autres. OK. Mais ça peut être du solaire, ça peut être de l'éolien. Est-ce que vous considérez le gaz, le GNR, le gaz naturel renouvelable, comme une énergie renouvelable? Selon les critères du gouvernement, oui, c'est considéré comme une énergie renouvelable, mais en ce moment, là, la production de ces gaz-là là, est infime. OK. Fait que, on sait très bien que... aller massivement vers ça. OK. C'est pas possible. Quand on parle d'énergie renouvelable, c'est principalement, on est au Québec ici, on est chanceux, puis c'est l'hydroélectricité. Parce qu'il faut savoir que dans les tuyaux d'énergie, il y a au maximum présentement 2 % de gaz naturel renouvelable. Le reste, c'est du gaz fossile qui est extrait par fracturation hydraulique dans l'Ouest ou aux États-Unis. Monsieur Rousseau,
Oui. Je oui, c'est ça. J'ai quand même 2 personnes en attente en ligne, plus une personne ici. Fait que peut-être on aura une chance de surprendre. C'est ça, oui, c'est ça. Ce sera peut-être pour un deuxième tour. J'ai A. Buchan qui est à distance. Vous pouvez ouvrir votre micro. Oui, bonjour, Andrew Buchan et au Cap-de-Madeleine. Puis ma question, c'est, j'ai vu que vous avez souligné la densification comme mesure pour réduire notre gaz à effet de serre. Donc, je me demanderais quels sont est-ce que vous avez des exemples spécifiques de comment vous voulez densifier la ville? Est-ce que vous avez des projets déjà créés pour densifier? Bonsoir. Dans nos outils de planification, notamment dans le schéma d'aménagement, on a je vous invite de mémoire, là, c'est le plan qui s'appelle Gestion de l'urbanisation. Donc, vous pouvez aller voir ça sur le site web dans la section des règlements d'urbanisme. Et ce plan-là contient les densités maximales qui sont possibles d'établir en conformité avec le schéma d'aménagement. Sur l'ensemble du territoire urbain, je dirais, là, qui fait partie du périmètre urbain, les densités d'occupation réelles sur le terrain sont généralement plus basses que les densités possibles. Donc, évidemment, la densification doit se faire aussi en termes d'implantation et d'harmonisation, mais partout sur le territoire, théoriquement, il est donc possible d'augmenter les densités d'occupation, soit de manière plus intense et ponctuelle, ou de manière plus douce, là, par exemple, avec des outils comme les unités d'habitation accessoires. Donc, il y a évidemment une panoplie d'outils qui nous permettent d'augmenter la densité. La densification va se réaliser sur l'ensemble du périmètre urbain à terme. Là, évidemment, on parle d'une période peut-être un peu plus longue en termes d'années, mais elle va se faire aussi avec tous les différents outils qui sont à notre portée. Donc, quand on dit densification, ce n'est pas nécessairement une tour de 8 étages. Ça peut être aussi des unités d'habitation accessoires. Ça peut être aussi d'ajouter des jumelés dans des secteurs de résidence unifamiliale. Donc, des fois, c'est un peu plus soft, je dirais, mais ça correspond quand même à des objectifs d'intensifier l'utilisation des infrastructures existantes, les routes, les tuyaux, etc. Ça répond à votre question, M. Buchan? Oui, merci. Moi, j'avais des petits fantasmes de pouvoir avoir comme des gratte-ciel au centre-ville de Trois-Rivières dans 30 ans. Puis ça va être très dense, puis très vivant au centre-ville. Puis je trouve le centre-ville assez morte depuis un bout de temps, là, surtout depuis le COVID. En tout cas, merci beaucoup. Merci, M. Buchan. Madame? Bonjour, Joanne Rochelot. Vous m'entendez bien? Alors, premièrement, je tiens à vous remercier parce que c'est vraiment... Continue. Je tiens à vous remercier parce que c'est vraiment une action que je trouve importante pour la ville de Trois-Rivières. Je suis contente de voir qu'il y a un cadre avec tout ça, mais j'aimerais savoir si ce cadre-là permet d'avoir des spécificités trifluviennes. Entendez-vous? OK. Est-ce que vous avez entendu ce que je vous ai demandé? OK. Donc, est-ce qu'on va pouvoir considérer des spécificités trifluviennes telles que le GP3R? Est-ce qu'on va pouvoir avoir des préoccupations citoyennes dans les analyses et comment les citoyens vont-ils pouvoir participer outre le processus que vous avez montré tout à l'heure? Quel est le niveau de participation citoyenne qui peut être engagé dans le processus? Donc, est-ce qu'on peut soulever, par exemple, des points qu'on aimerait explorer? Est-ce qu'on peut venir intervenir avec les gens comme on le fait dans les mémoires, mais aussi essayer de donner d'autres
d'autres avenues que les paramètres qui sont cités par les outils qui ont été donnés par le ministère. Oui, bien évidemment, là, je pense que c'était dans l'esprit aussi du gouvernement provincial quand il a créé ce programme-là. La ville de Trois-Rivières participe, mais il était distribué en fait au MRC. Puis la ville MRC pour justement qu'il y ait une dimension régionale prise en compte. On a déjà eu des discussions entre autres avec les voisins, puis c'est des préoccupations qui sont très différentes. Il y a des milieux agricoles voisins, il y a des milieux qui sont plus forestiers. Nous, on a un fort centre urbain. Puis évidemment, au niveau des spécificités, c'est pour ça que chacune des villes MRC a fait son propre programme. Oui, il y a des balises, mais les balises sont quand même assez larges. Sont flexibles. Quand on analyse les aléas climatiques, c'est les aléas climatiques qui vont se produire à Trois-Rivières. Quand on analyse la vulnérabilité, le territoire, c'est le territoire de Trois-Rivières. Je regarde que Trois-Rivières, toujours les portraits sociodémographiques, les quartiers, les rues, c'est toujours sur Trois-Rivières. On a le focus sur Trois-Rivières. Puis l'autre aspect, on parlait au niveau des émissions de gaz à effet de serre. Mais évidemment, on a un inventaire collectif, fait que c'est toutes les émissions qui vont être regardées, puis c'est toutes les pistes de solutions qui vont être évaluées. OK. En tout cas, si vous faites un comité de citoyens, moi, j'aimerais en faire partie. Merci. Ben, pour la deuxième partie de votre... si vous voulez. Là. Je peux répondre à la deuxième partie de votre question par rapport à la participation. Donc, il n'y aura pas de comité de citoyens proprement dit. Les occasions de participer, on vous les a présentées. Comme l'a dit Steven, la présentation sera disponible en ligne. Donc, vous pourrez aller plus précisément voir J'ai passé vite un peu sur les dates, les heures, etc. Là, fait que, surtout qu'il n'était pas à l'écran. Il n'était pas à l'écran en plus. Là, donc, vous pourrez les regarder dans la présentation sur le site Web. C'est lors de ces activités-là que vous pourrez interagir de façon plus directe. Puis sinon, ben, comme je l'ai mentionné aussi, là, il y aura 2 occasions de dépôt de mémoire. Donc maintenant, qui est une occasion un peu plus générale, si vous voulez, pour nous déposer des enlignements ou des choses comme vous soulignez le Grand Prix, mais des choses que vous pensez qui est importante pour nous de considérer. Ben, c'est peut-être un peu le moment de nous l'envoyer. Puis quand on dit un mémoire, là, ça n'a pas besoin d'être un document extrêmement complexe. Là. Ça peut être penser à une lettre là, que vous écririez à quelqu'un, ben, ça peut avoir cette forme-là. Là. Donc, ça n'a pas besoin d'être compliqué puis d'avoir une table des matières. Puis, fait que vous pouvez nous envoyer ça dans ce cadre-là, puis on va le prendre en considération. Ouais, on l'avait fait, en tout cas, pour ce qui est de l'eau potable. On s'est impliqué là-dedans. Mais ça serait le fun qu'il y ait, après qu'on ait déposé les mémoires, qu'on puisse avoir des échanges avec les gens du comité ou les gens qui ont travaillé sur ce projet-là pour voir s'il n'y aurait pas moyen d'explorer des pistes encore davantage ou rassembler des éléments plus ensemble. En tout cas, peut-être moyen d'intégrer les citoyens davantage dans le processus, puis ça pourrait être apprécié. Merci. Merci. À distance, j'ai Madame Fontaine. Oui, bonjour. Je pense que je vais faire du pouce un peu sur ce que Joanne a dit. J'ai un commentaire, puis ensuite une question. Mon commentaire, c'est bravo d'abord. C'est super important de faire ce plan-là. Je vous entendais parler de démarches d'adaptation puis d'atténuation. Je me demandais la destruction des milieux humides au 40-55 puis le financement du Grand Prix, ça faisait partie de quelle démarche? Mais bon, je dis ça, je dis rien. Je me demandais comment vous alliez faire pour justement susciter l'adhésion des citoyens quand, par exemple, parlant des milieux humides, il y avait 60% de la population qui disait qui était contre la destruction des milieux humides au profit de l'économie. Donc, comment vous allez faire pour que les citoyens adhèrent puis embarquent dans votre plan climat? Ben, c'est une bonne question. Les enjeux liés au changement climatique, je pense que les gens sont quand même assez sensibilisés, je dirais, de façon générale à ça. Puis, évidemment, en donnant l'occasion aux gens de participer, ben, on pense qu'ils vont la saisir. Donc, c'est la raison pour laquelle on a quand même un plan de participation citoyenne qui est
qui ouvre la porte quand même à de plusieurs façons à la participation. Donc, j'ai mentionné tantôt des activités ciblées spécifiquement pour les jeunes, des activités en personne, des activités pour la communauté d'affaires, des activités qui sont un peu plus passives, là, je dirais, comme des sondages, des choses comme ça. Donc, en ayant une diversité de moyens, bien, on espère qu'on va rejoindre une plus grande proportion de nos citoyens, puis qu'on va leur donner une occasion d'exprimer des préoccupations qui, pour eux, sont importantes. J'espère que vous allez nous écouter cette fois-ci. Merci. Merci, Mme Fontaine. J'ai une question dans le chat concernant comment la Ville prévoit réduire ses émissions de gaz à effet de serre provenant de l'épuration des eaux usées. Est-ce que c'est un axe qui sera traité dans le plan climat de la Ville de Trois-Rivières? C'est M. Pierre-Olivier qui a posé la question. Bien évidemment, là, on est à l'étape d'élaboration. Donc, les mesures n'ont pas été identifiées. Je l'ai présenté dans l'inventaire. On sait que c'est un poste d'émission. C'est pas le plus important, mais c'est quand même un poste que, oui, on va regarder. On va regarder qu'est-ce qui se fait, c'est quoi les moyens. Fait qu'évidemment, oui, ça fera partie. Mais la réponse de comment on va le faire, est-ce qu'il va être priorisé? Quand on sait que le secteur du transport est le plus important, comment on va jongler avec tout ça? Ben, c'est ça là, qui sert la période d'élaboration. Puis c'est pour ça aussi que ça s'échelonne sur une certaine période de temps. C'est des questions complexes. Fait qu'on va prendre le temps de s'informer, d'en parler avec des experts, puis de trouver les meilleures solutions, je pense, pour la communauté trifluvienne, tout simplement. Merci. En salle? Merci. Marie-Josée Hamelin du district des Carrefours. J'aurais 1 million de questions, mais naturellement, on n'a pas 1 million de minutes. Alors, pour commencer, quand vous avez parlé des effets de serre, vous avez parlé des vecteurs de santé. Et comme je reste dans le nord de la ville, probablement que les vecteurs de santé vont être pas mal dans mon quartier. Alors, dans les mémoires ou dans les travaux avec les partenaires, probablement que le CIUS y fait partie. Alors, serait-il possible de mettre les pourcentages de gens qui sont affectés par les vecteurs de santé? Parce que s'il faut travailler en amont pour pouvoir aller profiter, si ce n'est que du sentier qui est proche de ma demeure, alors si c'est possible d'avoir ces données-là dans les mémoires, mais plus dans la finalité du comité, ça serait très apprécié. Et merci, M. Rousseau, pour votre question sur le chauffage en ce qui concerne le renouvellement, ce qui est renouvelable. Il va falloir faire en sorte que, est-ce qu'on peut commencer à penser, a-t-on encore des places qui sont chauffées au mazout à Trois-Rivières? J'espère que non. C'est une question qu'il va falloir se pencher sérieusement. Je vous remercie beaucoup. Puis c'était une bonne présentation. Merci. Merci beaucoup, Mme Hamelin. Ben, il y avait 2 volets à ces questions-là. Entre autres, au niveau des vecteurs de maladie, ben, tu sais, il y en a plusieurs. Hein. Principalement, là, la petite image montrait, c'est une tique à pattes noires là, qui peut transmettre la maladie de Lyme. Évidemment, nous, on n'a pas les données là, au niveau de la santé. C'est la santé publique qui sont les experts à ce niveau-là. Mais nous, il faut la tenir en compte dans le sens quelles sont les mesures que la Ville peut faire. Mais c'est sûr que quand on va parler des vecteurs de maladie, c'est la santé publique qui sont les experts. La santé publique ont publié récemment leur VRAC, qui sont leur propre analyse. C'est comme un peu un plan climat, mais c'est vraiment l'analyse des vulnérabilités en lien avec les changements climatiques, mais au niveau de la santé humaine. Et ça, c'est sûr, là, c'est quelque chose sur lequel on va s'appuyer. Donc là, présentement, je ne pourrais pas répondre là, sur les vecteurs. Il y a des tiques à pattes noires à Trois-Rivières en ce moment, mais ça peut être aussi des maladies transmises par des moustiques, par exemple, comme le virus du Nil qui est déjà présent au Québec. Et la deuxième volet, c'est... C'est par rapport au mazout. Oui, il y a encore du chauffage au mazout. D'ailleurs, on l'a dans notre inventaire, il y a encore du chauffage au mazout là, à Trois-Rivières. Hauteur, c'est pas le principal poste d'émission au niveau des bâtiments, ça reste le gaz naturel.
Je n'ai pas l'inventaire sur moi, là, mais éventuellement, là, ça va faire partie des données. Là, il y a déjà une réglementation provinciale là-dessus. Là. On ne peut pas installer des nouvelles fournaises au mazout. Là. Mais ceux qui sont déjà existantes là, sont encore là. Merci. J'ai une intervention en ligne de Mme Piloto. Madame Mireille Piloto, je ne sais pas si vous nous entendez. Oui, voilà, j'ai réactivé mon micro. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, ça va. Oui, parfait. Merci d'abord de l'occasion d'avoir de l'information directement de la source. C'est toujours apprécié de savoir ce qui se passe à l'Hôtel de Ville, ce que nos experts font. Merci de l'occasion de cette présentation qui était très claire. Ce que j'ai retenu surtout, c'est que 99 des émissions de gaz à effet de serre sont attribuables aux citoyens. Alors, je vois que la Ville fait beaucoup d'efforts, fait un plan climat. Et donc, je suis très confiante que la Ville va réussir à réduire ses émissions de gaz à effet de serre, même en matière de transport. Mais je me pose vraiment la question, comment est-ce que la Ville va pouvoir influer sur ses citoyens pour les amener à se responsabiliser individuellement? Je sais qu'il y a déjà eu des campagnes, par exemple, pour la réduction de l'utilisation d'eau potable pour laver son auto ou son entrée d'auto en asphalte. Il y a de la sensibilisation, puis il y a eu un essai de taxer les piscines individuelles. Bon, c'est en suspens, c'est pas appliqué pour le moment. Alors, est-ce que vous avez, je ne sais pas, avez-vous réfléchi à cet aspect-là qui m'apparaît quand même, somme toute, important, étant donné que c'est les citoyens qui sont responsables de l'émission des gaz à effet de serre, surtout en matière de transport, donc l'auto solo plutôt que le transport actif ou l'autobus. Donc, c'est sûr que ma réflexion était celle-ci. Est-ce qu'on va aller vers des nouvelles règles et des restrictions? C'est jamais vraiment bien reçu. Est-ce qu'il va y avoir des incitatifs monétaires? Ça, en général, quand ça touche le portefeuille, les gens sont plus réactifs. Bref, tout ce volet-là, là, comment est-ce qu'on va mobiliser les citoyens de manière vraiment active et proactive, en plus des initiatives, mettons, communautaires ou individuelles qu'il y a déjà, comme par exemple les jardins communautaires ou des groupes de citoyens qui militent ou qui revendiquent des choses. C'est très bien, toutes ces actions-là sont bien, mais 99 moi, ce chiffre-là m'impressionne. Oui. Si j'avais la réponse de comment exactement Oui. Ben, tu sais, il va falloir que tout le monde participe. Là. Fait que, le plan climat la Ville va élaborer un plan climat. On a justement une démarche de participation publique pour que le public embarque. Je pense que la Ville peut agir à titre de leader, de montrer l'exemple. La Ville aussi, elle peut faire des actions dans l'aménagement du territoire, des incitatifs, comme je vous ai dit. Mais exactement, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, c'est un peu ça qu'on veut retirer des consultations. On veut savoir la population, c'est comment qu'elle veut qu'on le prenne. Puis c'est là qu'on va s'y pencher. T'sais, on est loin d'être les seuls qui sont dans cette démarche-là. Toutes les MRC en ce moment font faire ça. Il y a plusieurs personnes qui réfléchissent. Puis on réfléchit aussi. Mais c'est ça. C'est d'essayer de créer une mobilisation de la collectivité pour y arriver. Puis je pense qu'on peut y arriver. J'admire votre confiance puis votre optimisme et si j'ai des idées, ben, je vous les transmettrai. On les bienvenus, Mme Piloto. Merci beaucoup. Merci. Question en salle? Oui, tu veux-tu venir au micro? Parfait, merci.
Super. Ben oui. Merci. Merci pour votre question, Patrice. Merci. Ben, je commencerai premièrement peut-être avec la question de l'espoir. Là. Je pense qu'il y en a de l'espoir, puis il y a eu beaucoup de changements de société qui s'est passé dans le passé où on ne croyait pas que ça allait arriver. On peut penser les relations qu'on a avec les Premières Nations. Si on regarde en recul de 100 ans, c'était très différent. Ça s'est amélioré. Il y a vraiment des changements de société. Là. Il y a des discours d'Al Gore qui datent peut-être de 2015-2016 qui peuvent donner espoir. Oui, c'est possible le changement. Moi, j'y crois. Des fois, c'est des éléments déclencheurs qui vont permettre que le changement s'opère. Ensuite, au niveau des actions possibles à l'école, ben, je pense que, premièrement, de s'intéresser, puis de vous informer, puis de vous éduquer à la question environnementale est primordiale. Je suis moi-même père là, de jeunes enfants, puis c'est sûr que c'est un facteur qui nous motive. On se fonde beaucoup d'espoir sur la prochaine génération. Pour des actions concrètes, je sais qu'entre autres, la Fondation Trois-Rivières Durable participe à des plantations d'arbres dans les cours d'école. Justement, des lunchs zéro plastique. C'est donner l'exemple. Si vous donnez l'exemple, c'est sûr que normalement, vos parents vont suivre aussi. Si vos parents suivent, ben, les amis de vos parents, finalement, là, tranquillement, pas vite, c'est l'ensemble de la communauté qui va suivre. Merci pour votre question. Décidément, hein, on est rempli de pépins techniques. Il semblerait pour les gens à la distance qu'il y a eu un problème de micro lors de la période de questions. Donc, oui, c'est ça, exactement. Donc, au niveau de la question, on nous demandait un tout petit peu, on nous parlait des projets qu'il y avait à l'École internationale là, justement de voir un peu comment donner de l'espoir sur la thématique environnementale. On a soulevé quelques points comme justement l'agriculture urbaine, donc faire des légumes de proximité pour réduire les gaz à effet de serre pour se déplacer, des lunchs en plastique. Donc, voilà la question de Laura. Merci pour la question encore beaucoup. Présentement, donc, à distance, je n'ai plus de questions. J'ai plus de questions en salle. Ah, M. Rousseau, il y a une petite dernière, M. Rousseau. Oui, allez-y pour un second tour. Oui, je vais me permettre de taper sur le clou du gaz naturel dans le chauffage des bâtiments. Il y a plusieurs villes, dont Montréal, Prévost, Mont-Saint-Hilaire et d'autres municipalités et la communauté métropolitaine de Montréal qui ont adopté des règlements pour interdire le gaz à tout le moins, là, puis on ne va pas détailler le règlement ce soir, mais à tout le moins dans les nouvelles constructions. Et je sais que Énergir se bat bec et ongle pour atténuer cette tendance, mais j'aimerais vraiment que dans la préparation de vos travaux, vous considériez très sérieusement la possibilité d'avoir cet objectif-là, de couper le gaz dans la nouvelle construction. La résidence, c'est une aberration. Tout le monde sait que c'est une aberration de chauffer des maisons avec du gaz et que ce n'est pas très bon pour la santé. Donc, je pense qu'il y a déjà un mouvement très fort au Québec, surtout avec la communauté métropolitaine de Montréal. Et j'apprécierais que Trois-Rivières jette un œil très attentif à cette question. Je sais que jusqu'à maintenant... Vous permettrez, M. Oui. Rousseau, parce que vous tombez dans les propositions. Bien sûr, Je sais que vous êtes quand même un intervenant habitué là, sur les questions environnementales et que vous en avez certainement plusieurs. Là. Je vous invite vraiment à participer, là, soit par dépôt de mémoire ou encore aux ateliers de participation citoyenne là, pour venir déposer ça parce qu'on va être encore mieux équipés pour venir les recueillir. Là. Ça marche. Mais je peux vous assurer que le travail en amont, c'est le travail en amont, le travail en aval, les deux, c'est bon. Je commence ce soir et je mets ça dans votre collimateur. Merci. Merci, M. Rousseau. Monsieur. Bonjour, je m'appelle Brian Ferra.
résident au quartier de Sainte-Cécile. Puis j'aurais juste une petite question par rapport aux élus. S'ils auront une. Ah, Il faut parler proche. ouais, c'est proche, OK. Ouais, dans le fond, Brian Ferra, je réside dans le quartier Sainte-Cécile. Puis dans le fond, ce serait par rapport aux élus, s'ils vont avoir des responsabilités à suivre, les directives du plan d'action, ou s'ils auront une formation par après de la conception du rapport. Donc, l'impact du plan d'action sur la suite des décisions qui vont Ouais, être prises. ouais. Bien, évidemment, tantôt, je ne l'ai pas détaillé, là, mais quand j'ai parlé de notre comité là, sur l'environnement et les eaux, dont le président actuel est ici ce soir, on va puncher là, une fois de temps en temps pour donner un peu où on est rendu là, dans l'élaboration du plan climat. Et jusqu'à l'étape finale de l'adoption. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une élection là, entre aujourd'hui et la date que je vous ai annoncée pour l'adoption. Donc, évidemment, il y aura une période aussi de prise en charge pour des nouveaux élus qui arriveront et qui devront un peu rattraper le reste du groupe là, sur ces enjeux-là. Quand la Ville adopte un plan d'action, adopte une politique, adopte un plan comme le plan climat, évidemment, c'est du domaine de l'intention. Donc, c'est pas comme quand on adopte un règlement qui est opposable. Évidemment, rendu là, ben, ça découle de la volonté du Conseil là, de réaliser ces actions-là, évidemment, à chaque année par la planification financière, notamment au niveau du budget, au niveau du PTI. Donc, pour me mettre dans leurs souliers, il y a souvent des choix difficiles à faire. Donc, évidemment, à chaque fois, ben, ces choix-là sont considérés. Merci beaucoup. Merci. Monsieur? Bonjour, Jacques Duchesne. Moi, je reviens sur la question de la densification. Ce qu'on observe, c'est que la densification, elle se fait à Trois-Rivières beaucoup en périphérie. J'aimerais que vous essayiez de délimiter, quand on parle de densification, parce qu'on a parlé de, M. Patrick Thibault a parlé de réduction du transport, parce que si on densifie loin, bien, effectivement, on n'atténue pas parce que le transport continue. Vous voyez ça comment, l'ère de densification pour Trois-Rivières? Ça va de où à où? Est-ce qu'on se rend, comme on a vu mardi, jusqu'à l'autre bout dans l'Est? Ou, Donc, concernant la densification, M. Thibault? Donc, je vais référer encore au même plan, là, ce que j'ai parlé tantôt avec l'autre intervenant là, dont le nom m'échappe. Le plan du schéma sur la gestion de l'urbanisation. Donc, ce plan-là établit aussi la limite du périmètre urbain, donc le périmètre prioritaire d'urbanisation. Et c'est l'ensemble de la zone urbaine qui doit être visé par de la densification. Évidemment, pas toutes dans les mêmes outils, pas toutes au même niveau, mais si votre question, c'est quoi la limite territoriale de la densification, ma réponse, c'est le périmètre urbain. ça veut dire Pointe-du-Lac et Sainte-Marthe. Ça veut dire l'ensemble. Je vous invite à aller voir cette carte-là. Okay. Puis c'est une ligne sur un plan. Là. Okay. Ça fait que tout ce qui est à l'intérieur de la ligne, ça sera visé par de la densification à différents niveaux. OK. Parfait. Merci. Merci, M. Duchesne. Madame? Hello. Mon nom, c'est Isabelle Dalchard-Gosselin. Puis moi, c'est juste une question. Quand il y a quelqu'un qui est intervenu sur le pourcentage de 99 je ne l'avais pas compris de la même manière. Ça comprenait aussi, genre, les entreprises. C'était pas juste comme les citoyens. C'était tout sauf vos bureaux puis à Trois-Rivières, c'est ça? Oui, c'est l'ensemble. C'est la collectivité. Fait que c'est les institutions, les industries, les entreprises et les citoyens. Y avait-tu un graphique qui séparait, genre, entreprise-citoyen ou? Ben là, je ne vais pas présenter là, un inventaire évidemment détaillé. Là, la méthodologie pour faire l'inventaire,
nous demande d'aller chercher les données, par exemple en consommation de gaz naturel pour les résidences, pour les entreprises, du côté industriel. Fait que oui, on a ces données détaillées-là. OK. C'est bon. Ben, merci. Merci. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, ça conclurait la période de questions de ce soir. Je vous remercie pour votre patience et votre attention, vos questions également. Si jamais vous avez des questions sur le processus de participation publique ou encore sur la démarche, je vous invite à vérifier sur le site web. Il y a une page dédiée donc, au plan climat là, sur la démarche de participation publique. Vous pouvez également communiquer avec le 3-1. Votre appel là, va être redirigé là, vers l'équipe projet pour bien répondre à vos questions. Merci encore. Je vous souhaite une bonne soirée au nom de l'ensemble de l'équipe projet. Merci, bonne soirée à tous.